Young Chang MC comparaît devant la cour d'assises de Nancy depuis hier. On lui reproche des actes graves. Reportage sur cette affaire à sensation avec ATV Paris. Dans cette édition également, votre opinion sur la dérive violente de certains artistes. Et le conflit qui oppose la direction du Carrefour Market des Abîmes à ses salariés ne semble pas vouloir se conclure. Le syndicat reproche à la direction son double jeu. Celle-ci répond qu'elle applique simplement les règles. L'éclairage Nathalie Dinan de Patrick Curie et de Moïse Exer sont à venir. Octobre rose, la sensibilisation au cancer du sein se poursuit avec plusieurs manifestations. Ce soir, ATV Guadeloupe interrogera Karine Christophe. Comme beaucoup de femmes, elle se bat pour continuer à donner un sens à son existence. Elle est notre invitée. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il avait tout pour réussir sa carrière musicale, le talent, l'adhésion du public. Mais voilà, l'artiste Young Chang a été arrêté en pleine ascension. Le Guadeloupéen a comparé depuis hier devant la cour d'assises de Nancy. Les faits qui lui sont reprochés sont d'une extrême gravité. Actes de torture, enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. Retour sur cette deuxième journée d'audience avec nos confrères d'ATV Paris. Nancy a été le théâtre de fêtes terribles. Le week-end du 27, 28 et 29 septembre 2013, Yoni, Sama et deux comparses veulent récupérer le fruit de 4 kilos de résine de cannabis laissée à une mule, une passeuse qui s'est fait arrêter quelques semaines auparavant à l'aéroport de Fort-de-France et qui, laissée libre par la justice, ne les a pas prévenus. S'ensuit une traque où les prévenus semblent prêts à tout et au pire pour récupérer leur dû. Nous avons des victimes qui vivent encore dans la crainte et qui, encore aujourd'hui, sont traumatisées par ce qui leur est arrivé il y a 3 ans. La plus grande victime, un homme d'une trentaine d'années, torturé, ligoté, tailladé. Mais face au juge depuis le début du procès lundi, il évoque, comme les autres parties civiles, le pardon, un sentiment rare en pareille situation. Ils ne crient pas vengeance, ils viennent expliquer avec des mots simples ce qui leur est arrivé et qui est quand même dramatique. Et en face, on a des gens qui essayent d'ergoter sur des détails. En face, l'attitude est aussi très surprenante. Les accusés ont l'air plus sereins que leurs proches qui suivent le procès dans la salle, avec un détachement qui laisse sceptique une grande partie de la cour et les parties civiles. Elles étaient en droit d'attendre un minimum de considération de la part des accusés et de leur défense, et c'est manifestement pas le cas. Le jugement est attendu à la fin de la semaine. Le manager encourt 30 ans de prison, le chanteur et son homme de main, la prison à perpétuité. Et après cette affaire et celle du chanteur Kalash pour port d'armes illégales, avez-vous le sentiment qu'il existe un problème de comportement chez certains artistes? Linda Kayarsi et Karen Diamant ont cherché à connaître votre avis. On écoute vos réponses. Il n'y a pas de mauvais comportement. Pour moi, c'est les gens, mais par contre les artistes, ils aiment être fait remarquer. Le truc c'est ça, remarquer pour montrer qu'ils sont toujours au top, toujours font partie disons, des gens qui sont violents, mais ne sont pas violents. Ils montrent qu'ils sont violents, mais ne sont pas violents. C'est un petit peu ambigu, c'est vrai, parce que bon, la jeunesse actuelle, c'est ce qu'ils aiment écouter, Kalash, machin, truc, c'est la mode, donc tout le monde écoute ce type de musique, mais c'est vrai que quand on voit qu'après ils ont affaire avec la justice, c'est un petit peu bizarre, on se dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve ça c'est très malheureux pour eux, parce que c'est eux qui apportent du bien pour les gens, et en ce moment, ils se trouvent en mauvaise position. Mais je trouve ça c'est pas bien ça, c'est très 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 mal pour eux. Vous savez, la société elle est tellement en déliquescence, comme on dit. Donc on préfère dire qu'ils sont à leur niveau. Ils sont à leur niveau. Parce que nous ne sommes pas pour juger. Parce que nous voyons ce qui se passe. Il n'y a pas d'exemple. C'est eux-mêmes qui ont créé ça, c'est eux-mêmes qui ont voulu ça. Ils ont bien commencé dans la musique. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la merde, en fait, on va dire. Excusez-moi l'expression. C'est pas moi. Yo, quand chercher preuve pour mettre ma danger. Police l'a dit que mon café trop observe.
pété pote là. Mais après, de toutes les façons, la musique, elle est là. On écoute ou on n'écoute pas, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que si on est censé justement porter des messages pour la jeunesse ou autre, être médiatisé, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à ce qu'on diffuse aussi. Ça, c'est vieux, bien ça. Mais la jeunesse, même à présent, pourquoi il y a marché tout uni, toute fortune à dehors? Ils ne devraient pas avoir ce genre de problème vu qu'ils apportent des bonnes paroles dans leur musique et ils sont contre la violence et c'est eux qui amènent la violence en proposant des armes et en participant à des trucs avec des armes et c'est pas très bien. C'est pas tellement bien, c'est pas une bonne appréciation qu'on peut leur donner au niveau des jeunes, etc. Mais au niveau de la musique, etc., quand on écoute les paroles, ce sont des paroles véridiques, ce sont des paroles qui peuvent faire qu'avancer les jeunes. Donc après, ceux qui font autre part comparé à la musique, ça c'est eux, on peut rien faire, mais j'avoue quand même que c'est pas quelque chose de bien. Ben, je ne vais pas dire que c'est nos artistes, ce n'est pas le comportement de nos artistes, parce que ce comportement-là, on peut le retrouver dans les artistes étrangers. On peut regarder Chris Brown, peu importe. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Et dans le reste de l'actualité, le mouvement social qui touche le Carrefour Market des Abîmes se poursuit. Les partis n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, notamment concernant le paiement des jours de grève. Le point avec Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, salariés et patrons de Carrefour Market aux Abîmes ne trouvent pas d'issue au conflit qui les oppose. 3 points de la plateforme de revendication ont été abordés, la prime de vacances, l'augmentation de salaire et les conditions de travail. Au niveau de conditions de travail, de plus en plus, il y a dégradé parce qu'on a licencié dans le magasin ça. Et nous avons fait des propositions dans le sens pour nous payer, regarder qui nous avons trouvé un protocole d'accord. La direction a réuni nous, a parlé de nous, mais en fait, démarche de ne pas négocier. Négocier, ça veut dire qu'il faut trouver un accord. Il faut des parties qui ont fait des pas, qui ont fait des propositions. Donc ça fait 4 jours que la direction n'a pas fait pour proposition. De son côté, la direction dit avoir progressé sur ces points, mais une nouvelle revendication, le paiement des jours de grève, bloque. On a eu des avancées des deux côtés, sauf que depuis le 21 octobre, où en tout cas la partie de nos collaborateurs, on a trouvé un protocole d'accord sur une augmentation salariale, sur manifestement un certain nombre de choses, où aujourd'hui on a un point de blocage qui est le non-paiement des jours de grève, qui aujourd'hui est un principe qui ne fait pas partie de notre stratégie d'entreprise. Selon les dirigeants en négociation avec le personnel depuis le 18 octobre, tous les points de revendication sont actés. Le protocole aurait pu être signé depuis vendredi. Cependant, les salariés reprochent l'ouverture d'un nouveau magasin alors que des problèmes subsistent. Mais pendant que nous avons fait les efforts qu'il faut, c'est-à-dire nous avons créé la richesse, c'est le paquet en nous. Et en même temps, c'est qu'à licencier les gens. Et en même temps aussi, on a dit, on a ouvert d'autres magasins. C'est comme ça qu'il y a un Carrefour Market qui a ouvert à Petit Bout, c'est-à-dire à Colin. Nous n'avons pas réglé les problèmes qui sont dans les structures existantes déjà, mais on va continuer à ouvrir d'autres magasins. C'est-à-dire, puis ni profit, puis ni licenciement, et puis ni conditions de travail dégradées, précarité, et bien puis c'est mis content. Aujourd'hui, alors que ce soit sur la revalorisation salariale, que ce soit sur la revalorisation en tout cas de la prime de vacances sur l'année 2016, que ce soit aussi sur un certain nombre d'éléments tels que la rénovation en partie ou une partie d'embauche aussi pour pouvoir permettre à poursuivre cette activité au sein de la zone de chalandise dans laquelle elle est, puisqu'aujourd'hui on représente un vrai vivier aussi sur cette zone. Malheureusement, la partie adverse bloque. Un véritable bras de fer engagé entre les deux parties. Les points de vue divergent sur les décisions discutées en négociation. Le conflit est dans une impasse. Autre mouvement qui se durcit en Guadeloupe, celui des agents de Pôle emploi. Après 5 jours de tractation, les partis négocient à l'heure actuelle le 3e point de revendication sur un mouvement qui comporte 48 points. On écoute la réaction de Patricia Pioche, la secrétaire de l'UGTG, responsable de la section formation. Elle est interrogée par Karen Diama. Ça nous peut dire que ce beau matin-là, nous tenions un nouveau rendez-vous avec la direction. Et ils sont venus et puis ils sont partis à la table de négociation parce que y a des caméramans qui viennent, ils sont partis. Enfin, tout le monde peut-être qu'ils étaient partis. Ils sont venus donc après-midi là, nous avons commencé les négociations. Donc après là, ça nous y est. Nous aussi, nous avons un premier point. On dit tout à l'heure là, c'est le 2e point qui a porté si
un rapport sur les conditions de travail, une expertise qui fait, nous avons un rapport d'expertise qui est réalisé sur les conditions de travail à Pôle emploi Guadeloupe. Et Bougla n'a pas qu'à mettre aucune des préconisations, en fait, toutes ces préconisations-là qu'il y a dans le rapport d'expertise là, il n'y a pas qu'à mettre en place. Donc c'est ça nous y là, c'est ça, c'est ce point-là ça nous y. Et l'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, Ramayad, est candidate à l'élection présidentielle de 2017. Isolée depuis son exclusion de l'UDI, elle se présente hors de la primaire organisée par les Républicains. En Guadeloupe, un homme proche des cercles politiques a décidé de la soutenir. Jackie Lurel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes délégué de la campagne officielle de Ramayad pour Saint-Martin, la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Ramayad a été exclue de l'UDI, elle est sans mandat ni parti. Expliquez-nous les raisons qui vous poussent à la soutenir. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Son parcours, le personnage, ses idées? Beaucoup de choses. Nous sommes dans l'ère en général de la jeunesse. Nous sommes également dans l'ère de la diversité. Or, Ramayad représente les deux. Ramayad, de par sa force de caractère, son charisme, arrive en quelque sorte à montrer à ceux qui dirigent qu'ils sont incompétents. Vous ne me direz pas le contraire, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Comment arrive-t-elle à le faire sans mandat? Pourquoi ne pas soutenir un tel personnage, en plus une femme qui nous représente? Jackie Lurel, ça suffit justement pour convaincre l'électorat de dire qu'elle est une femme et qu'elle est noire? Je n'ai pas parlé de couleur. Que faites-vous donc de son intelligence, de son caractère, de sa volonté de vouloir demander aux jeunes de soutenir une jeune qui se présente aux élections présidentielles et en ouvrant les portes de l'Élysée à notre communauté, en quelque sorte, au monde que nous représentons et surtout aux Français que nous sommes? Jackie Lurel, c'est une chance. Oui. Une chance à ne pas laisser passer, à saisir. Regardez ce qui se passe ici en Guadeloupe, déjà. Et puis, permettez-moi de vous dire, j'ai connu quand notre gazelle s'est présentée, pourtant c'est une sportive, on disait, ah, mais qu'est-ce qu'elle fera celle-là? Cette petite-là, vous savez, les mépris, on en a entendu, comme on entend également pour ceux qui veulent déstabiliser Ramayad. Mais vous ne savez pas que c'est la future présidente de notre nation française? Écoutez, sur le plan national, vous n'aurez pas de gens nous représentant. Donc il y aura un vide. Ce vide-là devra être complet. Et il sera donc systématiquement rempli parce que les Français, nous aux Antilles, Guyane, dans les DOM, où on cherche à nous faire comprendre finalement que nous sommes les meilleurs en venant quémander nos votes, regardez un peu cette panoplie de ministres qui arrivent à nous raconter des choses quand un ministre vient pour faire quoi? Tout simplement pour aller voir un ou deux malades, dire « bon, je suis très sensible à votre cause », alors que pour l'eau, eh bien, on voit les gens descendre dans les rues, et même là ce soir, écoutez, Ramayad, nous ne devons pas perdre cette chance-là. Et je demande à tous ceux qui sont là, qui sont élus et autres, de montrer qu'ils sont capables justement de donner des signatures à Ramayad, qu'elle puisse remplir au moins son premier contrat, nous faire aller jusqu'aux élections présidentielles parce que mai 68, il n'y en aura plus dans les rues. Mai 68, c'est dans l'isoloir. Et puisque vous parlez de couleur, ça sera noir. Jackie Lurel, alors au-delà d'être une femme et d'être noire et de représenter une partie, en tout cas des Français, quelles sont les grandes lignes défendues par Ramayad, son mouvement La France ose, et quelle est sa vision pour l'outre-mer? Vous avez déjà créé un mouvement d'électeurs participatifs. C'est merveilleux. Demander aux gens d'apporter leur contribution, que ce soit financière, que ce soit de par les idées, et de mettre tout ça dans la balance pour pouvoir changer le monde. Nos élus, actuellement, ne savent pas comment faire avec le numérique. La jeunesse, elle a besoin de s'exprimer. Voilà ce qui m'a poussé, en quelque sorte, à aider, en quelque sorte, cette candidate, et à savoir que nous sommes présents, et qu'il y a un Guadeloupéen déjà qui accepte. Quelles sont les thématiques défendues par son mouvement? Elle vous le dira, parce que c'est elle la candidate. C'est vous le délégué? Non, moi, mon rôle, c'est de pousser mes compatriotes à comprendre l'intérêt que Ramayad nous apporte et à pousser par la même occasion les élus à se faire valoir en disant « Ok, je soutiens Ramayad parce que je sais qu'elle est compétente. » Et nous savons tous qu'elle est compétente. Pour preuve, regardez comment elle est reçue en France. Vous le savez très bien.
Ramayad, en quelque sorte, est depuis 2009, je crois, la femme la plus aimée de France. C'était en 2009, nous sommes en 2016. Ça continue, chère dame. Et elle le sera toujours sur les différents sondages. Regardez comment elle a été Jackie Lurel, on poursuit l'interview. Elle n'est pas le seul électron libre à vouloir faire campagne seul. Je note également Emmanuel Macron du côté de la gauche. Vous osez parler de tous ces gens-là? Oui, en tout cas, elle n'a pas de parti et elle n'a pas de mandat. Alors, est-ce qu'un candidat peut se lancer dans cette campagne des présidentielles sans parti, sans alliance? Est-ce que vous y croyez à une victoire? La preuve, on a cru qu'elle faisait un jeu pour ceux que vous connaissez. Hein? Et finalement, on se rend compte qu'elle ne faisait pas de jeu. C'est les autres qui les utilisaient, qui utilisaient en quelque sorte sa candidature pour dire qu'elle allait finalement aux primaires. Elle n'a pas besoin de primaires. Une femme qui va directement en disant aux Français, voilà, je suis là pour sauver la France, avec la jeunesse, avec tous ceux qui veulent faire de notre pays un pays moderne, un pays dynamique, un pays qui porte vraiment le flambeau de cette nouvelle vague. C'est avec Ramayad. Où en est-elle pour l'obtention des 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection? Elle avance, sinon je me serais déjà retiré. C'est parce qu'elle avance. Elle est presque au but. Et c'est ce qui va surprendre plus d'un. Elle commence par surprendre à voir qu'elle est toujours en liste et qu'elle est reçue même. Elle a été dernièrement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, elle a été au Sénégal. Et vous pensez que les Sénégalais, les Africains d'une manière générale, laisseront passer l'occasion? C'est mal nous connaître d'une façon, c'est vraiment mal connaître ceux qui portent le flambeau de la France, parce que ce sont, vous savez, les Sénégalais qui ont sorti la France de la merde, passez-moi l'expression. Vous ne connaissez pas l'histoire? Jackie Lurel, envisage-t-elle de venir prochainement en Guadeloupe? Très bientôt. Très bientôt. Et vous verrez comment elle sera reçue. On se donne rendez-vous bientôt alors, Jackie Lurel. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté. Elle viendra vous dire pour quelle raison elle est candidate. Merci d'avoir accepté. Et ce qu'elle pense faire de la France. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Alors il y a la ministre du Travail et de passage, Myriam El Khomri. On verra ce que la Guadeloupe fera d'elle demain. OK? Merci. Pour l'instant, merci Jackie. Ce sont des gens qui ne servent à rien. D'accord, mais en tout cas, pour le moment, elle est en visite officielle en Guyane depuis hier et elle a signé la mise en place d'un plan de garantie jeune. Ils ont signé énormément de choses. Ils ne peuvent même pas mettre en évidence les contrats d'avenir que j'ai eu l'occasion de proposer en 1975. J'avais proposé à la Guadeloupe des contrats d'avenir. Demandez donc à Mme Michaud-Chevry, est-ce qu'elle connaît Jackie Lurel? J'ai représenté également pas mal de politiciens et comme par hasard, on fait toujours appel à moi. D'accord, Jackie Lurel, on regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Elle vient appliquer justement sa loi travail. On regarde ensemble. Sa loi travail, pas pour nous. Des applaudissements qui accompagnent la mise en place du dispositif de la garantie jeune pour la mission locale. Après avoir annoncé en février dernier l'extension de ce plan à 19 autres départements, aujourd'hui c'est chose faite pour la Guyane. Ils sont 75 à en bénéficier. Mais d'ici 2017, ils devront être le double, soit 150. Toutes les jeunes filles guyanaises et guyanais qui sont en situation de précarité, qui ne sont pas en études, pas en emploi, pas en formation, doivent, grâce à la loi travail, en bénéficier à partir du 1er janvier 2017, sur tout le territoire guyanais. Et donc, tout notre engagement, c'est de faire qu'il y ait plus de jeunes qui puissent être formés et qui puissent être formés sur des métiers où il y a des recrutements. Et donc cet enjeu-là, l'insertion des jeunes, c'est le défi majeur de la Guyane. Puis après, il y a comment nous arrivons à reconstruire l'avenir. Reconstruire l'avenir, il faut épurer la dette. J'aurai l'occasion d'annoncer justement quel pourrait être le soutien de l'État. Je tiens ici quand même à rappeler que l'État finance en termes de fonctionnement 1,2 million de la mission locale et que nous avons en plus, en 2016, décidé d'une subvention exceptionnelle de 650 000 € dans ce cadre-là. Le plan prépare les jeunes à intégrer le monde de l'entreprise par plusieurs sessions d'immersion dans le monde du travail, avec une aide financière de près de 500 € par mois. Si la démarche est bien accueillie par les principaux acteurs de l'insertion en Guyane, le problème majeur reste le même. La dette de la mission locale de plus de 2 millions d'euros empêche une meilleure gestion de l'accompagnement. Je me bats et je repars avec 0 € de plus pour affronter 15 000 jeunes et finalement on n'en sauvera que 5 000. Aujourd'hui on n'a pas le choix. C'était soit ce plan, et ça je le regrette, soit on perdait cette mission locale. On sauve la mission locale aujourd'hui
Maintenant, c'est les jeunes qui vont en pâtir. Et maintenant, je prendrai tout le monde au mot. Ça veut dire qu'après ce plan de restructuration, on trouvera dès janvier 2017, en tout cas au premier trimestre, une situation saine. Et j'espère que nos partenaires, tous, j'ai bien dit tous, mettront la main à la poche. Si aucun chiffre n'a été donné jusqu'à présent, la ministre du Travail insiste sur une aide future de l'État courant 2017 pour la mission locale, en plus des 650 millions d'euros déjà attribués. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes à l'approche de la Toussaint. Nous le verrons, les cimetières sont l'objet de tous les soins. Illustration aux abîmés à Sainte-Rose, vous verrez, c'est une tradition chez nous. Et puis nous parlerons de cette initiative des artistes mobilisés pour aider Haïti après les intempéries. Mais avant, le record de participation de la célèbre course M5K Femmes a été battu ce dimanche. Plus de 2000 femmes en Guadeloupe ont chaussé leurs baskets pour courir au bénéfice de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Au total, plus de 10 000 € ont été récoltés cette année. Et la ville de Sainte-Rose est de plus en plus impliquée dans la vie des familles pour prévenir la délinquance. La municipalité a installé aujourd'hui le Conseil des droits et des devoirs en famille, un dispositif de soutien à la parentalité, piloté directement par le maire de la commune. Les détails avec Karen Diamin. Après l'installation du CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le 29 avril dernier, la ville de Sainte-Rose poursuit ses actions visant à réguler les actes d'incivilité sur son territoire. Ce matin, il s'agissait d'un dispositif d'aide et de soutien à la parentalité. Aujourd'hui, nous mettons en place le Conseil des droits et des devoirs des familles, qui est l'un des dispositifs qui accompagne le CLSPD. Alors, le Conseil des droits et des devoirs de famille, qui nous permettra d'agir au niveau des familles, au niveau de la parentalité. Donc les enfants nous sont signalés soit par le CCAS, soit par le biais aussi de citoyens, d'actions citoyennes. Ça peut être aussi les écoles qui signalent des enfants, des mineurs. Et nous allons pouvoir à ce moment-là accompagner les familles sur le plan social, sur le plan, sur le plan éducatif, et avec les partenaires de l'État, que sont le Conseil départemental, la DGCS, le procureur de la République, l'État lui-même qui est là aujourd'hui, le préfet qui est là avec nous. Et nous allons pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions qui nous permettront d'aider au niveau de l'absentéisme des enfants, ceux qui sont absents des établissements, ceux qui décrochent ou ceux qui commettent un certain nombre de faits. Donc c'est pour être plus actif sur le terrain. Accompagné de plusieurs partenaires, il s'agira pour la municipalité d'aider et de soutenir les familles confrontées à des difficultés pour exercer leur autorité parentale. Nous allons, travailler au sein du Conseil des droits pour les droits et les devoirs des familles, en liaison étroite avec le rectorat, notamment dans le cadre de la gestion de l'absentéisme, du décrochage scolaire, puisque la préfecture et le rectorat sont vraiment très impliqués et en responsabilité sur l'animation des dispositifs de prévention de l'absentéisme et de lutte contre le décrochage scolaire. Et c'est un sujet qui va trouver tout son sens ici dans le cadre du conseil installé à Sainte-Rose. Après Pointe-à-Pitre, les Abîmes, Bémao et le Moule, Sainte-Rose est la 5e ville à mettre en place le Conseil des droits et devoirs des familles. Dans le cadre du mois d'Octobre Rose, nous avons décidé de continuer à donner la parole aux femmes qui ont eu ou qui font face à un cancer. Karine Christophe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous avons de la chance de vous recevoir. Alors, votre histoire est un peu hors du commun, je peux le dire comme ça. Il y a encore 10 mois, vous découvriez que vous étiez atteinte d'un cancer du sein. Vous êtes en rémission de ce cancer depuis samedi seulement. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment avez-vous été alertée? Un petit peu bizarre, en effet, parce que je n'ai pas l'âge pour être détectée. Je n'ai pas d'antécédents familiaux. Alors, en plus, je n'ai pas une poitrine particulièrement volumineuse. Et je fais mon petit bonhomme de chemin. Un soir, je sens juste comme un courant électrique dans le sein droit. Ça passe, je n'y pense plus. Le lendemain soir, je me couche comme d'habitude et là, je me réveille, 2h30, 3h. Je suis réveillée en sursaut parce que
Je me vois en train de lire dans mon rêve un article sur le cancer du sein. Un article qui dit « La rétractation du téton est un signe de cancer du sein ». Je ne saurais vous dire si cet article, je l'ai lu réellement, parce que je lis énormément, ou est-ce que c'est passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été alertée par rapport à cet article. Et une fois que j'ai été alertée par rapport à cet article, je n'ai rien dit chez moi. Je n'ai rien dit à personne. J'ai simplement appelé une amie le lendemain pour lui demander est-ce que dans le service où elle travaille, elle pouvait me prendre un rendez-vous pour une mammographie. Elle m'a dit que ça ne se faisait pas chez elle, mais elle m'a offert une solution en me disant « Va dans tel cabinet, tu demandes pour telle personne et tu dis que tu viens de ma part et tu demandes un rendez-vous. » Et c'est comme ça. Mais entre le temps où ça s'est passé, le temps où je fais réellement ma mammographie, il se passe quelques jours. Mais j'ai des amies super attentives et ça, c'est une chance. Justement, comment votre entourage a-t-il réagi? Vous êtes mère de 4 enfants. Comment ça s'est passé pour vous à votre domicile, à votre travail, lorsque vous avez peut-être annoncé la triste nouvelle, quelque part? Mais à mon travail, j'étais entre deux postes parce que je devais commencer en grande terre, parce que je travaillais en basse terre. Et le lundi 18, ma gestionnaire m'apprend que mon arrêté est pris et que j'allais commencer en grande terre. Sauf que le mardi 19, j'ai eu ma mammographie et voilà. C'était... alors pour l'instant, je ne travaille pas, je suis en longue maladie, mais mon entourage a des niveaux différents. Ma fille aînée est infirmière. Alors, elle est la première à qui j'ai annoncé la nouvelle avant de le dire à ses sœurs et à son frère. Et elle a une démarche de soignante. Alors, automatiquement, elle a été rassurante en me disant « Maman, il y a plus de 80% de personnes qui vivent après un cancer du sein. Ce n'est pas une fatalité que de vivre avec un cancer du sein. » Et le discours, on l'adapte en fait en fonction de l'enfant qu'on a en face de soi. Ma fille qui est à Bordeaux, j'ai attendu d'avoir les résultats de la biopsie, de savoir que c'était en effet malin avant de le lui dire. Mais j'ai une ado à la maison qui vivait au quotidien avec moi. C'est très difficile, elle vit avec moi. Il a fallu que je lui dise que j'étais malade. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Est-ce qu'on se tourne davantage vers la médecine, vers les autres, ou finalement vers soi-même? On intériorise parce qu'on a besoin en fait d'être égoïste pour avancer, pour mieux se tourner vers la médecine, pour mieux se tourner vers les autres. Il faut déjà avoir intériorisé. Et la première étape, il me semble que la première étape, c'est d'accepter sa maladie. À partir du moment où on accepte, on avance. Ne pas se dire « pourquoi moi ?» c'est arrivé, c'est déjà ça. Et on vit par rapport à l'instant présent. Parce que c'est arrivé, maintenant, il faut mettre en œuvre pour vivre avec. Et justement, qu'est-ce qui vous a aidé à ne pas flancher, à ne pas sombrer? L'amour. L'amour de mes enfants. L'amour du Créateur, parce que, comme je dis, on l'appelle comme on veut. On lui donne 10 000 noms. Mais, votre foi? Ma foi. Ma foi, parce que j'ai un grand Dieu et j'ai un grand Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Pas un Dieu de religion, mais un Dieu d'amour. Alors, après avoir subi une chimiothérapie, vous avez également subi une ablation de votre sein, l'un de vos seins en tout cas. Vous avez eu le sentiment d'être moins femme après? Non, jamais. À la clinique, le lendemain de mon opération, je m'étais habillée parce que j'avais en prévision, je savais que j'allais subir cette ablation. J'avais fait confectionner des vêtements pour masquer en fait le côté, pour que ça ne se voit pas tant que ça. Et le lendemain de mon opération, je me maquille et je m'habille parce que le sein ne définit pas ma féminité. Le sein fait partie de ma féminité, mais n'est pas toute ma féminité. Je ne me sens pas moins femme parce que j'ai un sein de moins. Karine Christophe, moins de 10 mois après votre mammographie, la nouvelle, vous êtes déjà sur la voie de la guérison. Est-ce que vous considérez que vous êtes une miraculée?
je considère que j'ai un grand Dieu. C'est parce que je dis que même dans tout, à quel que soit, je n'ai jamais douté du jour où j'ai su jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit que Dieu a mis une équipe soignante pour gérer la maladie. Quand on m'a demandé pourquoi tu ne parles pas les traitements ici, mais pourquoi tu restes et tout, parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. J'ai estimé que tout était fait pour que je sois soignée au mieux. Je préférais être soignée chez moi, avoir ce que j'aime autour de moi, que de partir et d'être isolée dans une chambre avec un climat qui n'est pas le mien. Karine Christophe, merci d'avoir accepté de partager avec nous ce soir votre histoire et votre témoignage. Nous partons pour Pointe-à-Pitre, où plusieurs artistes se sont réunis pour justement aider au Centre Minnesota faire une grande collecte pour Haïti. Isabelle Hameau les a rencontrés. On regarde cette initiative tout de suite. Des artistes ont tenu à répondre présent à cette solidarité envers Haïti Sud, dévasté par le passage de la tempête Matthew. Tour à tour, ils se sont produits devant un maigre public, mais le cœur y était. Plus précisément, c'est pour une association qui se situe au Caille. C'est une ville qui se situe, enfin, plutôt à 6 heures de route de la capitale Port-au-Prince jusqu'à là où l'ouragan Matthew a fait les dégâts. Donc, ce sont des gens qui en ont besoin. Bon, écoutez, c'est un peuple, c'est un pays frère de la Caraïbe. Donc, on est en droit de faire vraiment cette démarche de manière à venir en aide ces gens-là. C'est une structure d'accueil qui a 30 enfants en bas âge, entre 12 et 23 ans. Donc, on fait cette collecte pour eux, pour qu'on puisse reconstruire leur bâtisse qui a été détruit par l'ouragan Matthew. Quelques dons ont été récoltés au cours de la matinée. On demande aux Guadeloupéens de porter leur contribution, qu'ils donnent ce qu'ils peuvent, mais qu'on puisse envoyer d'ici le 15 novembre une enveloppe conséquente pour la reconstruction de cet établissement. Ce soir, un panel d'artistes est prévu au Centre Minnesota, parmi eux Fred Dehaye ou encore Loïc Camboulé. Les cimetières de l'archipel sont l'objet de tous les soins afin d'être prêts pour les soirées d'illumination du mois de novembre. L'occasion de trouver un petit boulot pour certains, mais surtout une tradition à honorer pour beaucoup. Reportage Moïse Dexter, Patrick Fury et Nathalie Dinan. À quelques jours de la fête de la communion de tous les saints, il est de tradition dans tous les cimetières de Guadeloupe de préparer les tombes et les caveaux à fêter ceux qui sont partis. Alors on brique, on répare, on repeint. Bref, on embellit les demeures mortuaires. Ils sont nombreux à respecter cette tradition, venus d'horizons divers comme Lucien. Il réside à Saint-Martin et là, il est présent pour honorer la tombe familiale. La Toussaint a toujours eu un incident. Mais des moments, si pas incident, à Saint-Martin, à vivre, on a passé en quoi jubilé, on a mis pour toute famille guadeloupéenne. Et moi, j'aime ça, c'est une tradition que nous ni en Guadeloupe et nous avons respecté. Ni monde qui pas respecté, ça c'est religion à eux. On est ça, on va faire même bitin que moi, à Saint-Martin, on va faire même bitin. On va faire une famille, une grand-mère, on va tous en cimetière, c'est le même bitin là. Nous n'avons rien qu'à changer. Il faut nous toujours tenir des traditions là, même si nous avons une religion, on ne peut pas oublier les mots. Il y aura tomber David dans Israël. Et David, bon, combien d'années? Alors pourquoi on ne peut pas voir tant nous que moi l'autre jour? On y retrouve aussi le fameux coup de main ou service rendu au voisinage. Un geste de solidarité pour les personnes isolées ou qui ne peuvent pas effectuer cette tâche. Là où nous nous rendons service, c'est un incident pour ça sortir. Ouais, c'est service qu'on rend, vous voulez faire plaisir, vous voulez faire vous-même plaisir aussi, parce que vous-même vous prendre plaisir dans ça. Des savent qui sont là pour le monde. Parce que là, vous vivez pas pour le monde alentour, vous pas de temps pour rendre le service, pas de temps pour... Aïe, c'est un peu triste quand même. Voilà, on a pas nettoyé la vie, on fait de la vie, fait de l'eau au moins, petit à moins, maman qui se quoi à moins, et tout. Un moment de communion, seul ou accompagné, tel un devoir envers nos chers disparus. Le caveau de mon mari, la famille Clérine Gélas, va aller tous. Et après, je vais aller voir le caveau de ma grand-mère avec le caveau de mon père. Oui, c'est très important, c'est le jour de la Toussaint qui approche. En fait, parce que moi, je suis sortie travailler, il y a ceux qui travaillent, alors je dis,
J'ai rien à faire ce matin, je suis venu voir les morts. Il faudra attendre le soir du 1er novembre pour admirer toutes ces belles tombes illuminées. Une pratique qui malheureusement se perd. La montée de la violence est sûrement une des raisons de cette désaffection. Place aux informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis aux Abîmes de 13h à 17h30. Et puis la médiathèque Caraïbe propose l'heure du conte demain, une animation qui aura lieu à 10h à destination des enfants, des histoires qui seront lues en créole, extraites des collections de la MICA. Et puis ensuite, je vous rappelle qu'ATV s'est associé à l'association Médecins sans frontières dans le cadre d'une grande collecte destinée à financer un hôpital pour les grands brûlés à Haïti. Pour donner vos dons, n'hésitez pas à nous contacter au 0596 37 99 96. Toutes les informations aussi sur le site. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter pour nous transmettre vos indiscrétions au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction@atv.gp. Autre adresse pour nous, pour la rédaction d'ATV, sur le site aussi de watv.gp. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres. À tout à l'heure.